Bienvenue dans Entre deux obstacles, le podcast qui vous emmène au cœur du monde équestre. Je suis Alice, passionnée d'équitation et cavalière ayant renoué avec sa passion après 20 ans d'arrêt. À travers ce podcast, je partage avec vous mes découvertes, mes apprentissages, mes rencontres et mes réflexions autour de l'univers du cheval. Que vous soyez cavalier débutant, confirmé ou simplement curieux, j'espère que ces échanges vous inspireront. Allez, en selle, c'est parti pour un nouvel épisode d'Entre deux obstacles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux obstacles, le podcast où l'on explore le monde équestre à travers ceux qui le font vivre. Aujourd'hui, je suis avec Laura Moulet. Ensemble, nous allons explorer le comportement équin et la relation humain-cheval de manière holistique. Bonjour Laura, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Alice, merci de m'avoir invitée. Mais écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à travailler avec les chevaux ? Moi c'est venu d'une passion depuis toute petite. Je suis passionnée par les chevaux. Et à la base, je voulais devenir monitrice d'équitation. Quand j'étais au collège et qu'il fallait s'orienter, pour moi, mon rêve, c'était de devenir monitrice. Mais il y a beaucoup de croyances dans la famille qu'il faut trouver un vrai métier, etc. Bon, ça a été compliqué. Du coup, on m'a demandé de trouver un vrai métier, entre guillemets. Donc, j'ai fait une grande errance professionnelle pendant plusieurs années. Et ensuite, je me suis vraiment décidée à faire ce que j'aime. Et c'est passé par le bien-être de l'humain, par le massage bien-être et les soins énergétiques. La communication animale également en parallèle et les soins énergétiques aux animaux, pas qu'aux chevaux. Et c'est seulement en 2023-2024 que je me suis décidée à me spécialiser auprès des chevaux. Je suis revenue un petit peu à mes premières envies, mes premières intentions, après beaucoup d'errance et d'hésitation. Et du coup, je me suis formée en tant que comportementaliste équin et certifiée en 2024. Ok. Et être comportementaliste équin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Être comportementaliste équin, c'est vraiment aller étudier le comportement du cheval et puis l'analyser et accompagner des propriétaires de chevaux pour les aider à régler leurs problématiques quotidiennes. Ok, et donc tu nous as dit que tu as un parcours, on va dire, tumultueux, avec plein d'expériences. Tu as voulu revenir à tes premiers amours, mais pourquoi comportementaliste équin spécifiquement ? Eh bien oui, et pourquoi pas monitrice du coup, puisque c'était mes premières envies de base. Parce qu'en fait, je suis très attachée au bien-être du cheval et à la relation surtout qu'on peut avoir avec nos chevaux. Et c'était important pour moi d'axer plutôt mon accompagnement là-dessus. Et j'adore partager mes savoirs avec les personnes, mais monitrice aujourd'hui, ce que propose la FFE en formation, etc. Pour moi, au niveau bien-être, c'est pas totalement OK avec mes valeurs en tout cas. Et du coup, c'est pour ça que je cherchais une formation de comportementaliste, parce que c'est un métier qui me passionne, du fait d'analyser le cheval dans son comportement, ses attitudes, et puis sa vie avec nous surtout. C'est plutôt ce métier-là qui me fait écho aujourd'hui. Et donc effectivement, j'allais te demander qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier, mais tu viens de nous le dire. Tu es maintenant donc comportementaliste équin. Est-ce que tu as rencontré des obstacles pour arriver là où tu en es aujourd'hui ? Les plus gros obstacles que j'ai pu rencontrer, c'est plutôt ceux des croyances qu'il y a autour de moi, comme je disais, pour choisir un métier. D'avoir la croyance que tout ça, c'est pas des vrais métiers, qu'on peut pas gagner notre vie avec ça, et que c'est pas... Enfin voilà, le comportementaliste équin aujourd'hui, c'est pas reconnu au niveau de l'État. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a que des certifications et des écoles privées. Donc je parle de ce métier-là, mais c'est valable aussi pour le massage que j'ai fait avant, etc. Et tout ce qui m'intéressait, en fait, n'était pas cadré dans tout ce qui pourrait être reconnu par l'État. Et du coup, c'est plutôt contre ça que pour moi, la plus grosse difficulté, je dirais. Sinon, pour moi, c'était clair. Mon chemin de vie, il était plutôt clair. L'appel, il était là, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis retournée à 33 ans seulement vers tout ça, quoi. Ok. Et donc, tu nous dis que le chemin est compliqué pour devenir comportementaliste équin. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se pose la question, qui voudrait se lancer dans cette voie, qu'est-ce que tu lui dirais ? Eh bien, de bien choisir sa formation. Une formation solide, déjà avec des techniques et une approche qui fait écho, c'est important, en lien avec nos valeurs, mais surtout une formation sérieuse, d'être au contact des chevaux et du coup d'être en présentiel en formation.
et ne pas tout faire à distance. Parce que pour moi, ça passe beaucoup aussi par la pratique, quoi. Et depuis que tu t'es formée, est-ce que quelque chose a changé dans ta vision du cheval ? Mon approche et ma perception des chevaux est différente, complètement différente, même au début, où c'est vrai qu'à mon époque, quand j'ai commencé l'équitation, c'était vraiment le cheval devait répondre à nos demandes, et on pensait avoir une belle relation quand le cheval répondait à nos demandes. Et en fait, de fil en aiguille, grâce à mes formations et à ma réflexion derrière, de me dire, moi j'ai envie d'être amie avec mon cheval avant tout. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé l'équitation, et pas pour aller sur des terrains de concours et me faire voir sur un cheval et réussir à lui faire des choses. Non, c'était plutôt dans le relationnel. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Et du coup, mon approche a complètement changé parce que je sais maintenant comment approcher les chevaux et mieux les comprendre, etc. pour devenir amie avec eux et ne pas leur demander de simplement exécuter ce qu'on veut. Très bien. Et comment est-ce que tu définirais ton approche holistique au niveau du comportement équin ? Je dirais que l'approche holistique, pour moi, c'est vraiment une vision plus large du comportement équin et puis surtout de la relation couple humain-cheval. J'ai envie en tout cas d'utiliser des approches plutôt douces et respectueuses, tant pour l'humain que pour le cheval en fait. Ok. Et donc, maintenant, imaginons, je fais appel à toi pour une séance. Quels sont les outils que tu vas utiliser pour comprendre le cheval lors d'une séance ? Ça passe par l'analyse de son environnement. On passe au peigne fin tout ce qui est environnement et comportement du cheval. Ensuite, ça va passer par une étape d'observation, évidemment. Je vais aussi utiliser la communication animale pour pouvoir voir comment le cheval se sent par rapport au comportement rencontré et dans la relation aussi. Et ensuite, on passe au travail un peu plus concret avec le renforcement positif. Ok. Et est-ce que selon le type de cheval que tu as en face de toi, tu vas travailler différemment ? Un cheval plus âgé va demander une approche différente. Comment est-ce que tu sais quel type de travail amener selon le cheval ? Déjà, en fonction de l'âge du cheval, c'est sûr que ça va changer. Si c'est un jeune qui est vert dans le travail ou qui n'est pas encore débourré, on va pas faire les mêmes choses qu'avec un cheval qui a beaucoup d'expérience, par exemple. Il y a aussi le tempérament qui peut intervenir. On va approcher beaucoup plus délicatement et en faisant beaucoup plus attention aux signaux et prenant vraiment les bases avec un cheval qui peut être vraiment très sensible, avec un autre qui a plus l'habitude et qui est plus rodé en renforcement négatif. Avec celui-ci, on va pouvoir certainement aller plus rapidement dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. En général, ils sont moins sensibles. On les a un petit peu désensibilisés, justement. Et comment est-ce que tu intègres le côté émotionnel dans tes interventions auprès des chevaux ? En apprenant avant tout à l'humain à s'écouter, à reconnaître ses émotions et à pouvoir les traiter quand elles arrivent, les gérer tout de suite. Pour moi, devenir fiable aux yeux de nos chevaux, c'est quand même la base. Si le cheval pense qu'on est un humain fiable, alors il va pouvoir répondre favorablement à nos demandes. Et on va du coup aussi aider le cheval à gérer les siennes grâce notamment, entre autres, au renforcement positif. Et donc, est-ce que peut-être tu peux nous dérouler une séance type avec un cheval ? C'est la première fois que tu le vois. Comment ça se passe ? C'est la première fois que je le vois. Alors déjà, il y a le bilan comportemental durant lequel je vais faire un état des lieux de la situation, de son environnement, etc. En petite com animale pour voir comment il se sent par rapport à tout ça. Et ensuite, c'est plutôt la seconde fois où on se voit, c'est la première séance. Les séances de suivi, elles durent 1h30 et en suivi comportemental, on va d'abord apprendre à se connecter à soi avant de pouvoir se connecter au cheval. Et ensuite, on fera une mise en place du renforcement positif au clicker training, parce que c'est la méthode que j'utilise. On voit les bases théoriques qui sont pour moi importantes derrière pour pouvoir bien exécuter la technique, la méthode. Cette séance-là, elle est primordiale pour moi, vraiment de faire la première étape de connexion et de mise en place du coup de la méthode en renforcement positif, et ensuite sur les séances suivantes, selon les objectifs, les problématiques, le tempérament du cheval, tout ce qu'on aura à travailler. J'ai un petit programme dans ma tête et on va aller sur des exercices qui vont nous amener à aboutir à l'objectif de l'humain avec son cheval dans sa relation. Ok, tu viens de nous parler de clicker training. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le clicker training, c'est une méthode qui a été mise en place pour les animaux marins. C'est plus connu avec les animaux de cirque et chez les chiens aujourd'hui. Mais avec les chevaux, c'est moins courant. Et en fait, c'est une technique de renforcement positif qui est basée sur le conditionnement. Et on va conditionner le cheval à apprendre que le clic aboutit à une récompense derrière. Et ce clic-là est tellement précis qu'on va pouvoir renforcer des tout petits comportements. Donc ça peut aussi être un peu traître. Si on n'est pas bien accompagné là-dessus, on peut renforcer des comportements qu'on n'a pas voulu. Par exemple, le cheval qui va rapprocher l'épaule pendant un exercice et puis après on va se demander pourquoi il nous colle. Mais en fait, c'est parce qu'on a renforcé ça sans le vouloir. Cette technique-là est très précise et du coup très puissante et permet d'aller très loin avec nos chevaux et de renforcer notre relation aussi. Ok, mais il faut bien l'utiliser. Mais il faut bien l'utiliser. Est-ce que parmi les couples
humain, cheval que tu as pu accompagner, tu as des expériences, des couples qui t'ont marqué? Au tout début, quand j'ai fait mes premiers accompagnements, j'avais un cheval planté sur les barres qui ne voulait plus sauter, mais même passer une barre au sol, c'était pas possible pour lui. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on n'a pas fait beaucoup de séances, hein. Il me semble qu'on a dû en faire 2-3 en travaillant autre chose que les barres, justement, en travaillant la relation avec son cheval. Et on a fait du free shaping. Donc le free shaping, c'est le fait de mettre le cheval dans un espace dans lequel nous, on se retire et on va attendre que le cheval fasse le comportement voulu dans cet espace-là en étant libre. Et on viendra le récompenser à chaque fois qu'il fera ce qu'on attend de lui. Et donc là, j'avais posé des barres au sol dans un rond de longe. Nous, on était à l'extérieur du rond de longe et le cheval s'est mis à passer les barres. À partir du moment où il a compris qu'il était récompensé pour ça, il faisait que de passer au-dessus des barres, alors que c'était pas pour lui possible de voir une barre dans la carrière ou le manège dans lequel il se trouvait, quoi. Ok. Et ça a pris à peu près combien de temps pour qu'il passe ses barres? Est-ce que d'un coup, il a eu entre guillemets un déclic ou est-ce qu'il y a eu un petit travail en amont? Sur cette séance-là? Oui. Et ben c'est venu, enfin il a eu un déclic, j'ai posé les barres, on a mis le cheval dans le rond de longe et il s'est mis à les sentir, donc on récompense ça, le fait qu'il aille progressivement vers ce qu'on attend de lui, donc les petits comportements qu'on renforce, et c'est grâce à ça que derrière il s'est dit tu veux que j'aille sur les barres ou que je m'intéresse aux barres, donc il s'est mis à passer dessus, et une fois qu'il a compris qu'il était récompensé, enfin ça s'est fait tout de suite, en 5 minutes je dirais, c'était bon. Ok, ouais, c'est impressionnant. Et on parle beaucoup de communication animale depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est exactement? Pour moi, la communication animale, si je devais en donner une définition, c'est vraiment une connexion d'âme à âme. On appelle ça aussi de la télépathie, et pour moi, ça va bien au-delà. C'est même plutôt de la médiumnité, puisque ça peut être fait avec les animaux décédés. C'est comme ça que je le définirais. Ok. Et est-ce que tous les chevaux répondent à cette communication? Absolument tous les chevaux, tous les animaux, même les insectes peuvent répondre à la communication animale. Et comment est-ce que ça se passe exactement quand tu fais une communication avec un cheval? Concrètement, ça dépend si on est sur place ou à distance. Ça peut être fait sur photo, ou alors on peut être en face de l'animal. Après, concrètement, ça se déroule un peu de la même manière. Simplement, il faut se centrer. Enfin, simplement, ça paraît simple dit comme ça, mais il faut apprendre à se centrer et entrer en connexion avec lui. Donc pour moi, comme je disais tout à l'heure, pour se connecter à quelqu'un, à un animal, il faut d'abord apprendre à se connecter à soi. Une fois qu'on sait se connecter à soi, alors on pourra se connecter aux autres, aux animaux. Et une fois qu'on établit cette connexion avec lui, alors on va recevoir des messages, on va recevoir des choses, ça peut être visuel, ça peut être sensoriel. Plus difficile, ça va être de les interpréter le plus justement possible pour les relater aux propriétaires, quoi. Ok. Et comment est-ce que tu arrives à différencier ce qui est un signal émotionnel du cheval d'un comportement qu'il a appris dans sa formation? Et ben en fait, les deux peuvent être liés. Par exemple, un cheval qui va faire la jambette, c'est quelque chose qu'il a appris, mais qui peut faire pendant un moment où il n'est pas forcément à l'aise, pour proposer quelque chose qu'il connaît et qui va le rassurer. Donc si le cheval ne comprend pas ce qu'on est en train de lui demander, ou qu'il est en état de stress et qu'on lui demande quelque chose, il ne sera pas capable de donner la bonne réponse. Du coup, il va essayer de faire quelque chose qu'il connaît. Et si la jambette, c'est quelque chose qu'on a bien répété et qu'il connaît bien, il va nous proposer ça plutôt qu'autre chose, quoi. Ok. Donc en fait, quand il n'a pas la réponse, il va proposer quelque chose dont il sait que ça marche, entre guillemets. Où il sait, oui, c'est quelque chose qu'il connaît et qui est rassurant pour lui. Et il espère être récompensé derrière, puisqu'il sait qu'en général, ça aboutit à une récompense. Et lors de tes séances de communication animale, est-ce que tu as déjà eu des surprises ou des révélations? Des chevaux en communication animale qui disent aimer certaines choses auxquelles on ne se serait pas douté. Par exemple, il y a des chevaux qui aiment l'environnement des courses, alors que, bon, on sait comment ça se passe les courses. Après, voilà, on va pas rentrer dans ce sujet de débat, mais il y a des chevaux qui aiment cet environnement-là parce qu'ils sont considérés comme sportifs et qu'on prend soin d'eux. Ça dépend, hein, ça est rare, ce que je dis là, mais ça arrive qu'il y ait des chevaux qui aiment ça, ou les compétitions aussi, parce que pareil, ils se sentent admirés pour un cheval qui aime être vu. Donc ça, c'est plutôt pour la surprise. Après, la révélation que ça a créé chez moi, ça fait depuis 2014 que je fais de la com, donc ça date un peu maintenant. Mais je pense que dans les débuts, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que les animaux n'ont aucune animosité envers qui que ce soit et qu'ils agissent vraiment uniquement par instinct et en réaction à leur peur souvent, mais ils n'ont jamais, absolument jamais, une volonté de nuire à qui que ce soit. Ok.
Si maintenant on parlait un petit peu comportement du cheval, donc sur la facette plutôt comportementaliste, est-ce qu'il y a des comportements problématiques qui sont fréquents, que tu retrouves régulièrement ? En fait, je pense que globalement, ce qui revient toujours, c'est un cheval qui n'est pas vraiment coopératif dans ce qu'on lui demande de faire. Et il y a beaucoup d'incompréhension entre l'humain et son cheval, ce qui donne en résultat de la rétivité sur ce qu'on lui demande, quoi. Je pense que globalement, c'est vraiment ces problèmes-là. J'ai pas plus des chevaux qui montent pas en vent ou des chevaux qui sautent pas. J'en fais ma spécialité de cette relation humain-cheval et plutôt des problèmes d'incompréhension qui donnent de la rétivité, quoi. Ok. Et donc effectivement, ça introduit ma question suivante. Est-ce qu'il y a des erreurs que les propriétaires ou les cavaliers font peut-être aussi régulièrement et on s'en rend pas compte, mais ça déclenche quelque chose au niveau du cheval ? L'émotionnel. Vraiment, le sujet principal, c'est l'émotion. On est des êtres émotionnels, de toute façon on ne peut pas y échapper, donc quand on nous disait aux écuries, quand on était gosse, qu'il fallait mettre au vestiaire nos émotions et nos états d'âme, en fait c'est pas possible de faire ça. On n'est pas capable de faire ça tout simplement. Donc il faut apprendre à les gérer et à faire avec. Du coup c'est quand on est trop dans l'émotion et qu'on se dit je vais aller voir mon cheval, ça va me faire du bien, et en fait souvent ça arrive que la séance se passe pas comme prévu et qu'on reparte avec beaucoup de frustration, que ce soit pire que mieux, quoi. Dans l'émotion et se dire je vais me faire du bien avec mon cheval, ça oui c'est une erreur, je pense qu'on fait beaucoup. Et prendre les réactions de son cheval pour soi, ça aussi c'est une erreur qui va forcément entacher sur la relation et sur le moment qu'on va passer avec notre cheval, quoi. On dit que sa réaction est en réaction par rapport à nous et que c'est contre nous qui fait ça, mais en fait non, il fait juste écho à ce qu'on ressent et puis il donne juste une réponse qui est juste pour lui à ce moment-là, quoi. Et puis du coup, ça en résulte à une erreur que je vois tout le temps, qui est de s'accrocher à la longe. Quand on est dans l'émotion, on a tendance à vouloir maîtriser le cheval, parce qu'on est dans la peur souvent, et on s'accroche et on veut maîtriser, je sais pas, les mouvements du cheval, je sais pas ce qu'on cherche à faire exactement par rapport à ça, mais c'est vraiment une erreur qui est très très récurrente, ça. Oui, effectivement. Et puis, on sait que les chevaux, ce sont des éponges à émotions. Donc, si on arrive stressé, ils vont le ressentir, ils vont l'absorber, entre guillemets. Et effectivement, ça va se ressentir aussi après sur la séance, qu'elle soit à pied ou à cheval. Ils vont nous rendre, entre guillemets, le stress qu'on leur aura donné, pour lequel on sera venu, entre guillemets, aux écuries pour se sentir mieux après. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est ça. Et comment est-ce que tu peux détecter le stress ou la peur chez un cheval, outre le fait qu'il ait absorbé, on va dire, les émotions de son cavalier? Comment est-ce qu'on détecte ça? On peut essayer de le détecter en lisant les signaux d'apaisement, les signaux subtils chez le cheval. Lui, il arrive très bien à nous lire, mais nous, on est un peu moins doués là-dedans. Et du coup, ça va passer par des signaux qui peuvent être très subtils pour certains. Ça, c'est important d'apprendre à les lire, mais on n'est pas formé pour, donc on les voit pas, et donc on arrive au stade où c'est trop tard. Mais ça peut passer, si je peux donner 2-3 indications, par le mouvement des oreilles. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît en général, mais on a du mal à dire si là, il est tendu ou s'il est juste à l'écoute. Donc pour moi, des oreilles qui sont mises vers l'arrière, si on est à cheval, c'est peut-être qu'il nous écoute, qu'il est à notre écoute, parce qu'il sent bien qu'on fait une demande. Mais s'il lève la tête en même temps, on verra pas son œil parce qu'on est à cheval, mais on peut se dire que là, il est tendu, par exemple. S'il s'arrête, le fait de figer ou le freeze, comme on l'appelle, ça aussi, c'est un état émotionnel de stress. Donc c'est pas que le cheval bloque ou regarde au loin simplement, c'est qu'il y a un truc qui est le stress. Et après, si on voit son œil parce qu'on est à pied, on peut voir si on voit l'œil grand ouvert, le blanc de l'œil. C'est tous des indicateurs qui peuvent être, encore une fois, subtils, mais auxquels il faut faire attention. Et le détournement de tête, le fait que le cheval fasse semblant de brouter, fasse semblant de se gratter, à chaque fois qu'on lui demande un truc, ça aussi, ça doit nous alerter. Ok, donc toujours être dans l'observation de sa monture, qu'on soit à pied ou à cheval, pour vraiment détecter des signaux qui ne seraient pas normaux, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que, au contraire, on a des signaux de la part des chevaux qui vont dire « Ah bah toi, je te fais super confiance ». Ça, c'est dur à observer, je trouve, parce que c'est dur de juger sur un instant. Pour moi, il faut vraiment voir comment est faite l'approche, parce que sur une vidéo, sur un spectacle même, on peut se dire super, le cheval lui fait extrêmement confiance, il est super à l'écoute, et en fait, comment on en est arrivé là, c'est ça qu'il faut voir pour moi. Et c'est là qu'on saura si c'est vraiment de la confiance et de la relation, ou si c'est juste de l'exécution. Ok. Et est-ce que peut-être tu aurais un exemple concret d'un cheval qui a complètement changé de comportement grâce à ton intervention? Ils ont tous changé. Globalement, non mais c'est vrai en plus, ils ont tous changé après l'intervention, c'est quand même le but, sinon...
Je pense que celui qui m'a marqué, c'est un des premiers parce que ma meilleure amie est dans la même écurie que moi. Ça fait 10 ans que nos chevaux se suivent ensemble dans les mêmes écuries. Du coup, évidemment qu'elle a bénéficié de mes savoirs pendant que je me formais. Je m'entraînais avec eux. Et en fait, le cheval a complètement changé d'attitude. Donc c'est un petit pur sang arabe qui peut nous foncer dessus, qui fait pas trop attention à l'humain, qui est plus joueur avec son environnement, qui est sur l'œil et puis plus connecté à ses copains qu'aux humains. Et par exemple, quand on arrivait au pré, jamais il nous regardait et il venait vers nous. Quand elle essayait de faire de la liberté en carrière, le cheval faisait un exercice, 2, puis après il s'en allait au bout de la carrière pour aller brouter les brindilles d'herbe qui repoussaient sur le bord, quoi. Il n'avait pas trop d'intérêt à être avec nous. Et là, suite à l'accompagnement que j'ai pu faire durant ma formation, donc vraiment en testant des trucs, donc c'était pas du tout abouti en plus. Et le cheval a changé complètement de relation avec elle. Maintenant, il vient au galop au pré quand on l'appelle, il est même devant le mien. Le mien qui montait jamais le parc non plus, mais qui maintenant le fait. Il vient au galop au parc quand on l'appelle, il est en liberté dans la carrière, il est super connecté à elle, ils font des trucs de dingue ensemble. Elle peut se balader en liberté dehors dans les chemins. Là, pour le coup, pour moi, c'est un grand changement, quoi. Effectivement, on passe d'un cheval éloigné, pas connecté, à un cheval qui est ultra connecté. J'ai l'impression dans ce que tu en dis qui a même envie. Qui en demande, ouais, c'est ça. Donc là, tu nous donnais un très bon exemple, justement, cavalier-cheval. Comment est-ce que le comportement du propriétaire ou du cavalier va influencer celui du cheval ? Par la contagion émotionnelle, c'est quand même des chevaux, comme on dit, c'est des éponges. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en groupe et qu'ils ont cette contagion émotionnelle entre eux. Et ils la vivent aussi avec nous, ils sont capables de capter nos émotions, tant visuellement que olfactivement. Visiblement, on est sur des études en ce moment qui nous démontrent ça. Eux savent nous lire parfaitement, comme je disais, ils savent lire les micro-signaux entre eux et du coup, ils ont appris aussi à nous lire nous. Donc ils savent parfaitement dans quel état émotionnel on est, rien qu'à regarder notre visage, mais aussi au niveau olfactif, comme je viens de le dire. Et du coup, on va avoir des micro-comportements, même si on a l'impression, nous, de prendre sur nous, de faire les choses comme il faut, on va avoir tous ces micro-comportements et ces odeurs aussi qu'on va dégager qui vont faire que le cheval aura une attitude différente. Oui, effectivement, nous, en tant qu'humains, on n'a pas ce côté olfactif qui est aussi développé que chez les chevaux. Non, clairement. Et alors, imaginons maintenant, on a un couple cavalier-cheval et il y a un blocage au niveau de la relation. Quelles seraient les premières étapes, les premières choses à faire pour essayer de débloquer et aller dans le bon sens ? Déjà, la première étape, c'est de prendre du recul sur la situation. De ne pas prendre les choses pour soi, et de prendre du recul sur la situation, de se poser, de faire une pause même, à la limite, de faire une pause avec son cheval, ça sert à rien de se dire il faut absolument que j'y aille, sinon, je sais pas, il va plus m'aimer ou machin. Non, on essaye s'il faut qu'il sorte, de trouver quelqu'un pour le sortir, mais on peut aussi s'accorder une pause si si c'est trop pour nous, émotionnellement parlant, il faut qu'on puisse prendre ce recul et ça peut passer par une pause. Se remettre en question, évidemment, voir, trouver le pourquoi ça bloque, à partir de quand ça c'est intervenu, et puis essayer de savoir pourquoi, et puis si on est bloqué, on appelle le comportementaliste. Effectivement, et est-ce que tu penses que c'est intéressant de faire, entre guillemets, un mini-bilan sur soi-même avant même, ou une fois que la première prise de contact a été faite avec toi, pour justement essayer de se dire, il y a un blocage, d'où est-ce que ça pourrait arriver ? Pour pouvoir justement te donner un peu des cordes quand tu arrives. Pourquoi pas, après, de toute façon, ces cordes-là, on va les trouver, au pire, quand on se verra, mais oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. Enfin, je pense qu'il faudra en passer par là, de toute façon. À mon sens, c'est vraiment important. Oui, donc faire un bilan sur soi et sur cette relation avec toi, mais pour pouvoir avancer dans le bon sens. Exactement. Comment est-ce que tu aides les propriétaires à comprendre leurs chevaux, plutôt que d'être vraiment dans ce côté on corrige absolument tout ce qui ne va pas, plutôt que de comprendre pourquoi ça ne va pas ? Comment je les aide à comprendre leurs chevaux ? En passant par le pourquoi il agit comme ça et réfléchir à comment on va l'amener à donner la bonne réponse. En fait, la correction, pour moi, ça sert à rien, à part résigner son cheval et lui faire exécuter ce qu'on veut. Mais si on veut une belle relation avec lui, alors il va falloir se poser plus de questions, du coup, ça demande à réfléchir, mais il faut pour moi aller voir la base du pourquoi. On va pouvoir le rééduquer dans le bon sens pour l'amener à donner la bonne réponse en renforcement positif. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais...
Ok. Et donc on se pose les questions pour trouver le pourquoi est-ce qu'il y a eu cette réaction, pourquoi est-ce qu'il a cette réaction maintenant de manière habituelle pour telle ou telle situation. Oui, parce que si c'est une réaction parce que le cheval a été battu, bah, l'approche ne sera pas la même que si c'est une réaction parce que le cheval a pris une mauvaise habitude, par exemple, simplement. Ok. Et est-ce qu'il y aurait peut-être des petits exercices que tu pourrais recommander aux cavaliers et aux propriétaires pour qu'ils puissent, à la maison, améliorer leur lien avec leurs chevaux? Et ben, pour moi, travailler sur son état intérieur, donc ça peut passer par de la méditation, par exemple, à agir sur son bien-être à soi. Pas de méthode magique, hein. Faut travailler sur soi. Et après, c'est des petits exercices en renforcement positif, mais encore une fois, il vaut mieux être accompagné si on veut utiliser le clicker training. Après, on peut faire du renforcement positif à la caresse, et c'est moins impactant pour le cheval, donc c'est moins dangereux au niveau des erreurs. Et est-ce que tu as peut-être des anecdotes marquantes sur des relations qui ont vraiment évolué de manière exponentielle suite à tes accompagnements? Je parlais de Tacoma tout à l'heure, donc lui, c'est un bon exemple. Ils ont tous un peu évolué. Ou une anecdote marquante d'une jument que j'ai accompagnée sur 6 séances, pour laquelle l'objectif était plutôt de travailler sur la relation entre elles, parce que la nana avait plus confiance du tout en sa jument. La jument pouvait avoir des réactions un peu vives, elle était sur l'œil, tout ça. Et du coup, résultat, elle ne montait plus du tout en vent. Elle arrachait la longe devant et elle partait taillot rejoindre les copains. Ça, c'était la résultante, j'ai envie de dire, d'une relation qui était en train de s'effriter. Du coup, elle me dit, en soi, le vent, c'est pas du tout un objectif. C'est simplement de se refaire plaisir avec sa jument, de pouvoir ressortir en balade sereinement. Du coup, sur 6 séances, on a travaillé uniquement la relation. Elle a pu refaire des balades en s'éclatant avec sa jument, et surtout, à la fin des 6 séances, elle a voulu essayer de la monter en vent et c'était OK pour la jument. Donc ça, pour moi, c'est assez marquant dans le sens où on n'a pas du tout travaillé le vent. On pourrait croire qu'il faut absolument travailler ça, etc., sur des exos bien précis, mais en fait, déjà, quand on solidifie la relation, il se passe déjà des choses. La confiance était revenue, du coup elle la suivait. C'est ça. Et si maintenant on partait peut-être plus sur le côté énergétique et bien-être, comment est-ce que tu pourrais nous décrire l'énergie d'un cheval? C'est dur à dire, ça dépend d'un cheval à l'autre. Ils ont tous, on va ressentir au niveau énergétique son tempérament, son état d'être, quoi. Un petit peu, ouais, c'est vraiment comme ça que je le décrirais. Et est-ce que tu le ressens comme une sensation, comme une couleur, comment est-ce que si tu arrives à nous l'expliquer, comment est-ce que tu le ressens? C'est plutôt des ressentis intérieurs. Et comment est-ce que quand tu vois un cheval ou que tu as une photo d'un cheval, tu détectes qu'il a besoin d'un soin énergétique? Du coup, de manière complètement intuitive. Quand je me plonge dans les ressentis, dans la connexion avec le cheval, je vais du coup capter un petit peu comment il est dans la vie, son tempérament, etc. Et on va certainement réussir à ressentir s'il a eu un passé compliqué ou s'il y a des choses qui le bloquent aujourd'hui. Et c'est comme ça en fait qu'on peut se dire émotionnellement, ou alors oui, ça peut être tout simplement, peu importe la raison, émotionnellement, il est très pris, quoi. Ça déborde un peu, et du coup, on peut intervenir en soins énergétiques pour apaiser ces émotions un peu débordantes. Ok. Et est-ce que quand tu es par exemple appelé pour le côté plus comportement, tu peux aussi parfois ressentir le besoin de faire un soin énergétique? Oui, ça peut, ouais, complètement. Et est-ce que peut-être tu peux nous partager un exemple d'un soin ou d'un cheval pour lequel tu as spécifiquement fait un soin énergétique et que ça l'a changé du tout au tout? Non, parce que pour moi, c'est un tout. Et j'ai pas, comme j'aborde de manière holistique le cheval, j'ai pas un cas où le soin énergétique, en l'occurrence, a tout changé. Je pense que c'est tout ce qu'il y a autour la synergie de tout qui fait que ça a transformé la chose. Après, par contre, ça marche très bien en soutien émotionnel et pour les soins au niveau santé. Donc sans évidemment remplacer qui que ce soit au niveau santé, hein. Simplement en soutien, ça peut aussi être un très bon soutien et ça peut très bien marcher. Donc on parlait tout à l'heure du fait que les chevaux soient des éponges, qu'ils ressentent nos émotions. Est-ce que selon toi ça joue un rôle, le fait qu'ils ressentent les émotions de leur propriétaire dans l'état énergétique global du cheval? Ouais, complètement, ouais. Le couple se ressemble beaucoup d'ailleurs, hein. Il y a une contagion, je pense, dans les deux sens. Et l'état émotionnel de l'humain
peut complètement impacter le cheval, dans le sens où ça peut l'apaiser. Si c'est quelqu'un de plutôt tranquille, qui prend les choses à la cool, certainement se ressentir sur le cheval. Peut-être pas à tous les coups, mais généralement c'est le cas. Ou l'inverse, du coup, si la personne est plutôt stressée, anxieuse, on aura un cheval qui sera plutôt dans les émotions assez hautes. Ok. Et est-ce que l'inverse est possible? C'est-à-dire, est-ce que le cheval peut transmettre ses émotions à son humain? Oui, je suis persuadée que oui. Pourquoi on fait de la médiation avec les chevaux? Oui, je pense que les chevaux aussi, il y a des chevaux qui sont plus médiateurs que d'autres. Il y en a qui vont plus prendre les émotions et qui ne sauront pas les gérer, et du coup ça va donner des chevaux compliqués. Et puis il y en a d'autres qui vont être plus posés et qui vont réussir à tempérer un petit peu les émotions des autres. Et est-ce que tu penses que, par exemple, si on a un cheval qui soit en écurie ou au pré, avec donc les copains autour, est-ce qu'entre eux, tu penses qu'ils peuvent aussi se transmettre leurs émotions, outre le fait que un cheval soit une proie, donc quand il a peur, il part en troupeau, mais est-ce que quand il y en a un, par exemple, qui se sent super bien, il va transmettre cette émotion à ses congénères? Oui, je pense, parce que sur le bilan de ce matin, par exemple, le cheval disait en com qu'il avait besoin d'un cheval calme pour partir en balade, et que le cheval de son compagnon, avec qui elle part tout le temps, lui apportait ça. Donc oui, je pense qu'entre eux, ils peuvent aussi se stabiliser un peu. Et maintenant, si tu devais donner des conseils, si tu pouvais donner des conseils aux cavaliers qui veulent mieux comprendre leurs chevaux, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh ben, de se renseigner, de se documenter. Essentiellement, si on veut en apprendre plus, il faut se documenter sur les dernières études, ce qu'elles racontent sur nos chevaux, et acheter des bouquins qui sont souvent accessibles pour en savoir plus sur leur comportement. Et puis, sinon, évidemment, d'appeler un comportementaliste certifié. Est-ce que tu aurais peut-être une ou deux références de livres qui pourraient aider les personnes à commencer leur étude du comportement avant de faire appel à toi? Oui, il y a les livres d'Hélène Roche qui sont très bien faits pour ça. Et comment est-ce qu'on peut gérer des comportements qui sont, entre guillemets, problématiques ou bien difficiles sans rentrer dans le conflit ni la domination vis-à-vis du cheval? Eh ben, dans un premier temps, c'est d'essayer un maximum, ce qui n'est pas toujours facile, hein, même après un tas de formations, etc., et d'avoir travaillé sur soi. Il y a des fois où émotionnellement c'est un peu compliqué pour nous et on va réagir à la situation. Mais au maximum, je pense qu'il faut éviter la réaction spontanée et prendre toujours ce recul-là, faire un pas de recul et de se poser des questions, de se remettre en question, et ensuite, on fait du renforcement positif, et comme ça, on n'est pas en coercition, on n'est pas dans le conflit ni dans la domination. Et si maintenant je devenais propriétaire, ce que j'adorerais mais c'est pas le cas actuellement, quelle est la première chose que tu me conseillerais de regarder au niveau de mon cheval? Quand tu vas le voir, quand tu le visites? Voilà, qu'est-ce que je dois observer pour être sûre qu'il va bien, que son comportement tout est ok? Et bien ça demande à se documenter un petit peu pour pouvoir lire les signaux, pouvoir voir un petit peu comment il se sent. Après, on peut apprendre à le ressentir par l'apprentissage de cette connexion humain-cheval, et de sentir un petit peu comment on le ressent aujourd'hui, que ce soit émotionnel ou physique peut-être. Après, à force, nos chevaux, on les connaît par cœur, donc ça, on est forcément en connexion avec eux. Mais oui, je pense qu'il faut se documenter après et puis pouvoir lire, parce que ça, je pense que c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui un peu chez tout le monde. Tous les propriétaires, je pense qu'il y en a peu qui sont formés pour lire le comportement de leurs chevaux et qui pensent bien faire, et en fait, ils ont leurs chevaux qui sont en souffrance et ils ne le savent même pas, quoi. Ok, donc c'est vraiment observer et se renseigner. Pour pouvoir observer correctement, il va falloir se documenter et pouvoir voir que le cheval, s'il ouvre la bouche avec le mors, c'est qu'il n'est pas à l'aise avec son mors. Et justement, comment est-ce que je peux renforcer le lien avec mon cheval? Est-ce qu'il y a des exercices simples, des choses que tout le monde peut faire justement pour essayer de renforcer ce lien? Comme je disais tout à l'heure, tu vois, se poser, prendre soin de ça peut être passé par des moments simples en présence du cheval pour justement, renforcer le lien. Donc être avec lui, ne rien faire, méditer. Et ça, les chevaux sont très réceptifs à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Enfin, pas pour tout le monde, je me dirais, mais qui peut paraître très simple et qui, pour moi, va tout changer dans la relation qu'on a avec notre cheval. Donc par exemple, aller méditer au pré l'été avec le cheval qui fait sa vie à côté, et comme ça, il voit aussi ce côté apaisement et il peut ressentir ce qui se passe chez moi aussi, par exemple. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, il va prendre un petit peu de ce bien-être lui aussi. Et puis après, c'est de renforcer un maximum
positivement son cheval dans tout ce qu'on fait, enfin s'amuser en fait, des exercices simples. J'en ai pas des concrets là à donner parce qu'il faudrait qu'on soit tous les deux pour que je puisse donner les bons conseils, mais vraiment de s'amuser avec eux, d'arrêter de se prendre la tête à vouloir absolument remplir un objectif, lui demander de faire ça sinon la séance elle est nulle. Non, amusez-vous avec vos chevaux quoi, c'est ça que j'aurais envie de dire. Profitez du moment présent. Oui, c'est ça. Et prenez ce qu'ils vous donnent. Et on voit parfois des relations qui sont plutôt dans la dominance et dans l'autorité. Même si j'ai une petite idée de ta réponse, qu'est-ce que tu en penses ? Et bah oui, que ça ne devrait pas exister en fait. Pour le cheval, ça n'a aucun intérêt. Et pour lui, ça, c'est un peu comme si ça voulait rien dire, quoi. Entre eux, ils ont de la dominance uniquement pour l'accès aux ressources limitées. Et du coup, à moins qu'on ait envie de lui piquer son foin, sinon ça n'intervient pas entre l'humain et le cheval. Donc ça n'a pas vraiment de sens pour lui. Et en plus, ça casse la relation. Ok. Et au niveau du monde équestre, de façon générale, est-ce qu'il y a des changements, des façons de faire que tu aimerais voir évoluer concernant le comportement et la relation au cheval ? Bah oui, bien sûr, j'aimerais qu'il n'y ait plus du tout de coercition envers nos chevaux, qu'ils soient plus dans la souffrance et qu'on les écoute, qu'on les respecte et qu'on respecte leurs besoins fondamentaux. Comment est-ce que tu imagines le futur de ta profession avec les chevaux ? Est-ce qu'il y a peut-être des méthodes que tu vois évoluer ou des choses que tu penses qu'il faudrait encore plus approfondir ? Je pense qu'au niveau des études, on est un peu en retard pour nos chevaux et on est encore en train d'apprendre des choses qui pourraient paraître basiques. Du coup, j'imagine que dans ma progression, dans mon évolution, on en saura plus pour valoriser le renforcement positif, justement, savoir que c'est cette méthode-là qui marche le mieux et qui est la plus adaptée, surtout pour nos chevaux. Et j'aimerais bien que ça soit vraiment quelque chose qui soit la base, en fait, que ça devienne vraiment la base, ouais. Et donc tu nous parlais tout à l'heure des livres d'Hélène Roche. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou d'autres ressources que tu pourrais nous recommander pour qu'on en sache un petit peu plus sur le sujet et qu'on puisse mieux observer nos montures ? L'IFCE publie pas mal, ils ont un podcast aussi et ils publient pas mal de choses sur leur site. Donc de s'abonner à la newsletter ou d'écouter leur podcast pour pouvoir pareil prendre les nouvelles infos qui sortent. Ouais. Et est-ce que tu as peut-être des projets que tu aimerais nous partager aujourd'hui ? Je suis en train de mettre en place un accompagnement complet, donc en dehors des suivis comportementaux. Là, ça serait plutôt pour des humains qui aimeraient améliorer la relation avec leur cheval, qui ont des petites problématiques, mais pas de comportement déviant, dangereux ou quoi. Pour les accompagner justement à transformer leur relation avec leur cheval. Et cet accompagnement-là regroupe plein de petites techniques et de petites choses qui permettent du coup de se faire accompagner autant physiquement et de manière plus autonome, je dirais, sur des vidéos et des supports de ce genre-là. Okay. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Et il y a une sorte de version bêta-test qui va sortir là et qui va être testée par quelques personnes. Donc ensuite, ça sera officiel, je pense, pour la rentrée scolaire, donc la fin de l'année. Ok, donc à partir de septembre à peu près, on pourrait bénéficier de cet accompagnement. Exactement. Top. Pour le petit mot de la fin, est-ce qu'il y a un message ou quelque chose que tu aimerais nous transmettre pour conclure ? Et oui, comme je disais tout à l'heure, en fait, amusez-vous avec vos chevaux et j'aimerais qu'on ne les voit plus comme des animaux là pour nous faire du bien, là pour satisfaire nos besoins et nos désirs, mais vraiment comme des véritables amis en fait. Très bien. Écoute Laura, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Aujourd'hui, moi je repars avec une meilleure compréhension du rôle d'une comportementaliste et d'une énergéticienne animale et je pense que nos auditeurs également. Pour tous ceux qui souhaitent faire appel à tes services, vous retrouverez directement dans la description de l'épisode tous les coordonnées de Laura, donc n'hésitez pas à faire appel à elle si vous souhaitez être accompagnée avec votre cheval. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux obstacles. J'espère qu'il vous a plu. Pour réagir, poser vos questions ou simplement échanger, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom Entre deux obstacles. Le podcast revient rapidement avec de nouvelles voix, de nouvelles histoires et toujours cette même passion pour les chevaux. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos chevaux.